Voilà. Donc, merci de bien couper vos micros, s'il vous plaît, quand vous ne prenez pas la parole. Merci. Voilà, je peux avoir la main en tant que co-animateur de cette webconférence. Alors, du coup, on avait proposé un début à 10h30, ça va, on est bien dans les temps. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être nous rejoindre dans quelques minutes. Peut-être en termes de durée de cette webconférence, nous vous proposons voilà, de se donner 1 heure et demie à la fois de présentation et d'échange avec l'intervenante qui sera Cécile Vacher, maître de conférence avec nous ce matin. Et nous vous proposons voilà, de terminer cette webconférence vers 11h50 midi. Voilà, c'est vraiment le timing qu'on s'est donné collectivement. Il nous paraissait important, avant de laisser la parole à Cécile et à vous, évidemment, de vous repréciser un petit peu dans les propos introductifs, d'une part, la présentation de ce cycle de conférences, des thèmes qui ont déjà été traités, et puis de vous resituer un petit peu, mais de manière brève, un historique voilà, de ce cycle de conférences, dans quoi il s'inscrit. Et puis après, nous partirons sur l'intervention de Cécile, et après, surtout, temps d'échange à bâton rompu entre nous tous, voilà, y compris. Vous dire que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure que c'était enregistré et que vous pouvez évidemment nous interpeller via le chat, mais on reviendra précisément tout à l'heure sur son fonctionnement. Je vais être bref sur les propos introductifs. Vous dire qu'en fait, cette webconférence s'inscrit dans le cadre d'un groupe projet interdépartemental et interrégional, Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, entre plusieurs départements depuis septembre 2019, maintenant précisément, lors d'une rencontre qui s'est passée à la feu DDCS Haute-Garonne, entre les départements suivants, l'Ariège, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn, le Lot et la Dordogne à cette époque, ainsi que des universitaires, des professionnels, des jeunesses et notamment au milieu rural, où effectivement des constats ont été apportés sur la nécessité d'avoir des échanges et des rencontres interdépartementales et surtout interdisciplinaires pour permettre de mettre au jour des apports scientifiques ou en tout cas de concepts présents dans le monde de la recherche avec les acteurs de terrain. Suite à ces premières rencontres en septembre 2019, nous avons eu la volonté de pouvoir développer des actions, en fait, et tout ça s'est matérialisé, non pas en 2020, comme vous pouvez l'imaginer, mais plutôt en 2021, à travers l'organisation de 3 webconférences, et dans lesquelles sont intervenus, par exemple, Mélanie Gambino, qui est parmi nous aujourd'hui, géographe à l'Université Toulouse Jean Jaurès, sur le thème suivant: devenir adulte dans une société vieillissante et adulte, des jeunes ruraux en quête de reconnaissance, avec surtout le fait de mettre en lumière des différents types de concepts. Une intervention qui s'est passée au mois de mai 2021. En juin 2021, Yael Salem Mangui est intervenue sur les filles du coin, sur son ouvrage Vivre et grandir en milieu rural. Une autre intervention en octobre 2021 de Véronique Borde sur les pratiques sociales des jeunes, interaction avec les institutions, quelle place, point d'interrogation. Donc voilà, on a eu quelques interventions en 2021. En 2022, même si c'est bientôt la fin d'année, c'est notre première webconférence que nous organisons et nous accueillons avec grand plaisir l'intervention de Cécile Vacher, qui se présentera tout à l'heure. Et l'objectif de ces webconférences, c'était effectivement d'identifier des enjeux, d'ouvrir des perspectives, de dégonfler surtout et d'expliciter des concepts universitaires et surtout de rentrer en interaction avec les enseignants-chercheurs. Voilà, c'était un peu cet objectif. Enfin, dans ce groupe interdépartemental et interrégional, les quelques objectifs que nous nous sommes fixés initialement
notamment avec Catherine Séné, collègue CEPJ de l'Ariège, mais aussi Olivier Desmesures de la Dordogne, par exemple. Mais d'autres collègues nous ont rejoints entre-temps. C'était effectivement de développer une certaine forme d'ingénierie territoriale sur les politiques de jeunesse abordées de manière globale, et en particulier dans les territoires ruraux. Après, c'était vraiment aussi propre au réseau Jeunesse et Sport de mettre en réseau ces personnels JS et surtout les structures des territoires. Bien évidemment, de diffuser au niveau régional toutes les bonnes pratiques qu'on a pu observer, soit qui sont dans des expérimentations ou des initiatives qui sont mises en œuvre dans nos départements, de produire et de capitaliser sur des pratiques transférables dans nos territoires. Et enfin, et pour l'instant, on a du mal à mettre en place, si ce n'est à travers une action, mais on y reviendra tout à l'heure, de proposer des rencontres itinérantes, ou en tout cas dans nos territoires, autres que à travers cet écran qui peut être assez facilitant parce que du coup, ça permet à tout le monde de ne pas prendre trop de temps, mais néanmoins des rencontres itinérantes. Voilà. J'ai été un peu long sur la présentation, mais ça me semblait assez important de resituer à la fois les enjeux, vous dire qu'effectivement, par rapport au bilan 2021 sur ces webconférences, on était en moyenne à environ 70 participants en direct, et que les formats courts qui étaient proposés suscitaient un certain engouement. Voilà. Donc, ça s'est plutôt bien passé en 2021. On vous propose là de laisser la parole peut-être à Catherine Séné pour repréciser un petit peu le fonctionnement de cette matinée. Et puis après, on laissera Cécile Vacher prendre la suite. Voilà. Oui, bonjour à tous, donc bienvenue et merci d'être ici avec nous ce matin. Donc, webconférence qui va se dérouler principalement en 2 temps. Donc, un premier temps d'intervention de Cécile Vacher, pendant lequel vous pourrez intervenir uniquement dans le chat, donc pour des questions, pour des réactions. Voilà. Et un deuxième temps où je reprendrai en fait vos réactions et vos questions pour pouvoir les mettre en échange avec Cécile Vacher. On va essayer de limiter en fait les prises de parole directes parce que malgré tout, vous êtes quand même assez nombreux. Par contre, bien évidemment, sur votre question ou votre réaction, vous pourrez prendre la parole à ce moment-là. Voilà, et donc avec une fin vers 11h50 pour pouvoir aussi recueillir, et ça vous pouvez le faire tout le long de la webconférence, mais recueillir aussi vos idées, vos envies de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées par la suite, et les formats aussi, webconf, rencontres physiques, voilà, qui vous sembleraient particulièrement pertinents. Voilà, je laisse la place à Cécile Vacher pour la partie intervention. Merci. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui, super. Ok. Donc, je suis maître de conférence en sociologie. Je fais partie d'une petite équipe de recherche à l'IUT de Figeac, qui s'appelle l'équipe organisation non orientée vers le profit et gouvernance. Je vous l'ai mis sur la diapo. Voilà, et je vais vous expliquer. Alors, on a fait un travail autour d'un concept qui nous a fait un peu rigoler au début, les jeunes sans cité. Voilà, habiter, c'est participer, quid des jeunes sans cité. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce concept de jeunes sans cité. Mais avant ça, je vais vous parler de pourquoi on travaille sur ces sujets-là ici à l'IUT de Figeac. Je vais vous présenter un petit peu les résultats de nos enquêtes. Et puis, l'idée, c'est quand même d'ouvrir, de poser un certain nombre de questions parce que, comme le voulait Cathy, Guillaume et toute l'équipe, c'était plutôt ouvrir à la discussion et au débat. Donc, je vois que Sarah est là, donc c'est intéressant parce que je vais parler un petit peu de son travail, donc c'est bien, elle pourra éventuellement rebondir. Et puis ouvrir, et surtout ouvrir à la réflexion et à la discussion. Voilà.
Donc, pourquoi travailler sur les jeunesses rurales? Déjà, nous, on est donc à l'IUT de Figeac, un département carrière sociale. On forme des animatrices et des animateurs socioculturels et des EduxP. Voilà, et donc ça nous paraissait important de travailler sur ces thématiques à l'IUT de Figeac pour proposer à nos étudiants des données sur le milieu rural, puisque c'était raccord avec l'implantation du site. Ce qu'on propose, c'est une approche pluridisciplinaire. On la voudrait transdisciplinaire, mais pour l'instant, on n'y arrive pas encore, tout à fait, mais c'est l'objectif. Bref, je ne vais pas me pesantir là-dessus, ce n'est pas très intéressant. Les disciplines que l'on met en dialogue, c'est la sociologie, la socio-anthropologie, la psychologie sociale, les sciences de l'éducation. Et les angles d'attaque qu'on utilise, donc, c'est tenter de caractériser les jeunesses rurales, en toute modestie, bien sûr, autour de recherches quantitatives. La question des attachements aux territoires ruraux et des représentations des territoires, ça nous paraît intéressant aussi. Et puis, par là même, faire le lien avec la co-construction des politiques jeunesse, autour pour les jeunes. On verra tout ça, on discutera de tout ça, évidemment. Les engagements et les participations des jeunesses rurales. Ici, quand on parle de jeunes et de cités, et donc on parlera d'engagement et de participation citoyenne également. Et tout ça à voir avec l'idée de reconnaissance sociale des jeunes ruraux, qui a été abordée aussi par Mélanie. Donc, la question de la visibilité aussi de ces jeunesses-là, hein, sur les territoires. Et puis, nous, comme on est en contact avec pas mal d'intervenants jeunesse aussi par le biais de l'IUT, on veut aussi se pencher sur les intervenants jeunesse, sur ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font quand ils travaillent, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils font quand ils travaillent. Et donc, toute cette question de l'éducation non formelle. Voilà. En filigrane, on se pose la question, on n'a pas la réponse, de est-ce qu'il y a des spécificités en milieu rural ou pas, ou finalement, voilà. Alors, les démarches sont des approches quantitatives et qualitatives. Aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter les résultats d'enquêtes quantitatives. Ce qu'on aime bien, nous, c'est faire des ateliers participatifs, des world cafés avec les personnes qu'on enquête. Malheureusement, on n'a pas encore eu l'occasion de réussir vraiment à faire des ateliers participatifs avec des jeunes. Et en particulier, moi, j'aimerais bien faire ça avec des jeunes collégiens. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi parce qu'on ne trouve pas le format. Donc, on a fait ça plutôt avec des adultes, avec des acteurs jeunesse. Je vais admettre. Hop, je vais le faire, paf. Et du coup, moi, c'est aussi un objectif, c'est d'essayer d'innover dans les démarches méthodo, mais surtout essayer de trouver quelque chose à faire avec les jeunes et surtout les plus jeunes, les collégiens et bien sûr les lycéens. Alors, habiter le milieu rural avant 18 ans, parce qu'on travaille, nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler sur les plus jeunes, sur les collégiens et les lycéens. Donc, quelques constats que vous connaissez sûrement déjà, peu de politiques dédiées à la jeunesse en milieu rural, des fortes contraintes de mobilité, je vais passer assez vite là-dessus, des formes d'invisibilité des jeunes au regard des décideurs, qu'ils soient des décideurs locaux ou plus largement, des difficultés d'accès aux services et des accès aux ressources compliquées, complexes, des éloignements, des problématiques d'éloignement par rapport aux instances de participation citoyenne. Et tout ça, le constat, c'est que ça a des conséquences sur la visibilité et la reconnaissance sociale des jeunes en milieu rural, plus particulièrement. Alors, l'objectif ici, c'est d'analyser les pratiques de citoyenneté déclarées par les jeunes ruraux, hein, puisque on va se baser sur des questionnaires, je l'expliquerai après. Et ces pratiques de citoyenneté, on va les analyser comme étant des facteurs qui peuvent contribuer à leur reconnaissance et à leur mobilité géographique. Et on va regarder ça au travers de plusieurs indicateurs, facteurs, en particulier le poids de l'héritage familial dans ces pratiques de citoyenneté et le lien avec la reconnaissance sociale, dans
la multiplicité, s'il en est, des expériences de participation et d'engagement. On verra tout à l'heure ce qu'elles recouvrent, ces expériences de participation et d'engagement. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de regarder comment ces expériences personnelles vont catalyser finalement cette reconnaissance et cette visibilité localement sur les territoires. Donc, l'effet catalyseur des expériences personnelles de participation et d'engagement. On a regardé aussi ce qu'il en était de la politisation intrafamiliale, c'est-à-dire est-ce qu'on parle politique en famille? Est-ce que les gens, est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est évoqué ou pas? Famille au sens élargi. Les projections d'engagement bénévole ou dans des fonctions de représentation vont nous aider aussi à regarder si tout ça peut être des facteurs qui vont contribuer à la reconnaissance sociale des jeunes ruraux. Pardon. Voilà. Alors, en termes de dispositifs méthodologiques de l'enquête, nous, donc, on a une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives. Ici, on a aussi des récoltes de données sur les dimensions imaginaires, représentatives et subjectives, c'est-à-dire qu'on va convoquer les représentations des jeunes ruraux, notamment sur la question des attachements au territoire, des projections de vie sur les territoires ou pas plus tard. Mais on va aussi être sur des aspects concrets de la vie des jeunes, leurs pratiques, la façon dont ils relationnent entre eux, etc. L'enquête sur laquelle se base une partie des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc des questionnaires en face à face et des questionnaires auto-administrés. Donc vous voyez que passer sur le département du Lot et par l'intermédiaire des établissements scolaires. Donc on a quand même, un peu plus de 1300 questionnaires en face à face et 2000 questionnaires en auto-administré, donc qui ont tourné dans la moulinette de statistiques de Christophe Dansac, c'est lui le statisticien de l'affaire. Pas que le statisticien, mais en partie le statisticien. Je fais gaffe, fais attention, il est à côté. Et des entretiens individuels aussi avec des professionnels de la jeunesse du territoire lotois pour savoir comment ils activaient cette fameuse participation, cette co-construction avec les jeunes par, pour, avec, autour, etc. Alors, on parle de jeunes sans cité. Nous, on a évoqué ce nouveau concept. La cité en question, ce qui fait cité, c'est quoi? Il y a deux références, il y a une double référence en fait. Évidemment, la cité, c'est-à-dire en référence aux ensembles urbains et à l'expression jeunes des cités. On a essayé de regarder en miroir si on pouvait faire un miroir entre jeunes des cités et jeunes sans cité. Les jeunes sans cité étant les jeunes sur lesquels nous, on travaille en milieu rural. Et la cité, c'est aussi, une deuxième acception, un espace public et politique d'expression de la citoyenneté et des engagements. Et là, on va regarder les engagements juvéniles. Alors, ces jeunes sans cité, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont des jeunes pas comme les autres? C'est-à-dire, quelles sont leurs spécificités? Ça, c'est une question qui traverse notre travail. La littérature nous apprend que chez ces jeunes ruraux, les sociabilités vont être plus restreintes et vont être plus dans un type proximal, de proximité. La littérature nous apprend aussi que les sociabilités sont centrées sur des liens forts, marqués par, en particulier, une proximité temporelle et physique. Donc, nous, dans les enquêtes, on a regardé quelles étaient les représentations des territoires, en particulier pour savoir si les jeunes avaient un vécu positif ou négatif de là où ils vivaient. Et par exemple, vous voyez sur les 20 termes le plus utilisés par les répondants et les répondantes qui ont un vécu positif du territoire, de là où ils habitent, sur ces jeunes lotois, il y a une dimension assez forte sur justement la sociabilité, puisque sur notre nuage de mots, là, alors les couleurs, ça n'a pas d'importance, c'est pour faire joli, mais c'est la taille des mots qui comptent. Et vous voyez qu'on est sur amis,
proches amis, famille, copines, et que donc c'est une des dimensions qui va faire que les jeunes vont vraiment être attachés à leur territoire. Et donc, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, hein, s'y investir, partir, revenir, je renvoie sur l'intervention de Mélanie, etc. On voit par ailleurs, puisqu'on a le nuage sous les yeux, que la dimension esthétique est aussi très importante et qu'elle fait attachement au territoire en termes de qualité de vie. D'accord ? Toujours la même question, donc les lieux de rencontre. Donc les lieux de rencontre, les lieux de sociabilité sont dispersés. Et ça, on se pose la question de l'impact de cette spécificité des jeunes en milieu rural. Donc la famille, la scolarité, les lieux de résidence, les lieux de loisirs sont complètement dispersés, avec donc un risque de réseau social plus restreint. Et c'est pour ça que la sociabilité est plus de proximité. Et tout cela avec des mobilités qui sont souvent subies, déplacements pour des raisons de scolarité, de résidence, de loisirs, etc. Et des mobilités problématiques. Et donc, on va avoir potentiellement donc, des inégalités territoriales qui vont voir le jour par rapport à tout ça. Donc là, il y a une étude, là, je vous ai mis tout en bibliographie, une étude là, qui montre par exemple que les temps de trajet moyen en voiture entre le domicile et le lieu de scolarisation des enfants quasiment doublé pour les collégiens en milieu rural. En bleu, c'est le milieu rural, vous voyez. Donc évidemment, là, ça c'est que pour le lieu de scolarité, mais on imagine que c'est aussi pour aller voir la famille, et aussi pour les loisirs et les trajets pendulaires pour faire ceci, cela, ça devient plus complexe. Et l'idée, c'est que si c'est subi, eh bien, la visibilité, les modes d'engagement, le rapport au territoire, évidemment, n'est pas complètement le même. Alors, les jeunes ruraux, pas comme les autres, on a aussi, la littérature nous montre qu'on a un rapport aux habitats, les habitats sont plus spacieux. C'est-à-dire que les jeunes en milieu rural habitent plus souvent dans des maisons individuelles avec des jardins, avec des terrains. Et puis, ils ont plus souvent accès que les urbains à des espaces individuels pour l'intimité. Et notamment, ils ont plus que les urbains une chambre à eux. Donc, en termes de sociabilité, en termes de rapport à l'intimité, on va avoir aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ça et qui distingue finalement quelque part les jeunes ruraux des jeunes urbains. Donc, vous voyez, ça, c'est la proportion d'enfants ayant leur propre chambre qui est toujours, quel que soit le nombre d'enfants qui composent la famille, qui est toujours plus grande dans les territoires ruraux. Ce n'est pas des gros écarts, mais quand même. En tout cas, nous, on a testé l'item est-ce que j'habite une maison avec un jardin, et on a croisé ça avec la qualité de vie, et effectivement, ça marche, ça match, et avec l'attachement au territoire. Voilà. On a aussi donc un éloignement par rapport aux archétypes de la ville. Les archétypes de la ville, c'est les centres commerciaux, les pôles culturels, les réseaux de transport en commun. Là, je vais vous présenter le nuage de mots qui concernent les vécus les plus négatifs. Donc, quand les interrogés nous disaient qu'ils avaient un vécu négatif de leur territoire, voici ce que ça donne au niveau du nuage de mots. Et effectivement, on va retrouver cet éloignement. Pas activité, manque d'activité, manque cinéma, personne, pas de magasin, loin des amis, peu d'activité, mal desservi, manque commerce, pas de transport, pas de jeunes. Je vous passe le des vieux. Parce que... Vous voyez, donc là, on va vraiment retrouver ces problématiques d'éloignement, et plus, évidemment, on avance dans l'âge, c'est-à-dire que ça va être plus criant chez les lycéens que chez les collégiens. Ça, on le voit clairement. Et puis, ce qui nous intéresse aussi ce qui est au cœur du concept de jeunesse sans cité ou de jeunes sans cité, c'est l'éloignement des instances de participation citoyenne, puisque
les jeunes ruraux disposent de moins d'espace pour exprimer leurs droits de cité, tel que je l'ai exprimé dans la deuxième diapositive. Donc, par exemple, il y a peu de conseils municipaux de jeunes en milieu rural, il y a moins, voire peu de conseils municipaux de jeunes en milieu rural. On constate qu'il y a des difficultés pour accéder aux dispositifs, par exemple, comme les juniors associations, mais d'autres. Ça, on pourra en débattre tout à l'heure. J'aimerais bien aussi vous entendre là-dessus. Il y a moins d'équipements hébergeant des possibilités de participation, accueil jeunes, centres sociaux, etc. Et il y en a moins et leur accès peut être compliqué. Je vous renvoie aux problématiques de mobilité et compagnie et de visibilité. Et puis, les difficultés de s'investir sur son lieu de scolarité si on est externe ou demi-pensionnaire, à savoir que les réunions, la rencontre par exemple avec les autres délégués ou les réunions sont dans des temps qui ne sont pas couverts par les transports scolaires. Donc ça peut créer tout un tas de freins à l'engagement et qui fait que nos jeunes ruraux pourraient être qualifiés de jeunes sans cité. Je vous ai mis une petite synthèse. Donc, exclusion de ce qui fait cité et qui conduit à l'invisibilité. Donc, l'absence et la rareté des politiques jeunesse, les contraintes liées à la mobilité, l'éloignement des instances de participation, les sociabilités de proximité et les contraintes d'accessibilité. Voilà pour mémoire, quels sont les facteurs, disons, qui font qu'on peut se permettre d'avancer l'hypothèse que les jeunes ruraux sont des jeunes sans cité. Alors, sortir de l'invisibilité, une des questions. Donc, les résultats de notre grosse enquête là, sur laquelle j'ai présenté le dispositif méthodologique nous montrent que, en fait, un des facteurs importants, c'est l'héritage familial dans l'engagement, c'est-à-dire que c'est une composante pour sortir de l'invisibilité locale et sociale. Alors, cet héritage, l'hypothèse, c'est les héritages familiaux, la pression familiale et les normes véhiculées par les discours, mais aussi par les pratiques de bénévolat et l'exercice des fonctions de représentation des parents influencent les trajectoires d'engagement des enfants dans ces mêmes fonctions. Autrement dit, si j'ai des parents qui pratiquent le bénévolat, autrement dit, si j'ai des parents qui ont des fonctions de représentation, eh bien, je vais être encouragée et j'ai plus de chances d'être moi aussi dans des fonctions de représentation. Donc, on a testé l'héritage familial. Je vous présente les résultats les plus significatifs. 22% des enquêtés déclarent avoir au moins un parent bénévole. 13% des enquêtés déclarent avoir un parent élu au niveau municipal. Les jeunes ruraux sont plus nombreux à déclarer avoir des parents élus ou connaître des élus parmi leurs proches que les jeunes urbains. Alors ça, c'est intéressant parce que sur les sociabilités de proximité, on peut questionner aussi les jeunes sans cité, sont-ils plus proches des élus locaux parce que les connexions familiales, intrafamiliales et sur le territoire restreint sont plus faciles à faire. On peut se le garder sous le coude pour en discuter aussi tout à l'heure, éventuellement. Les jeunes ruraux déclarent moins souvent parler de politique avec leurs parents que les jeunes urbains. Et ça, effectivement, c'est aussi intéressant parce que peut-être que les jeunes urbains, ce sera dans d'autres diapositives plus tard, mais peut-être que les jeunes urbains, justement, baignent, entre guillemets, plus dans une ambiance où on parle de politique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus proches des instances de participation citoyenne et de là où ça se passe. Point d'interrogation. L'effet catalyseur des expériences personnelles de participation sur la visibilité locale et sociale, c'est-à-dire on a regardé quel était cet effet catalyseur. L'hypothèse, c'est plus les jeunes ruraux s'engagent dans des associations locales et participent aux événements locaux, et plus leur reconnaissance sociale et leur visibilité augmentent. OK ? Donc, quelques résultats. Finalement, on a quand même pas mal de jeunes qui disent participer à l'organisation quand il y a un événement là où ils vivent. Et si on va un petit peu plus dans le détail, ils proposent, on a quand même presque 40% de nos enquêtés qui proposent de donner un coup de main, avec plus de filles qui se proposent pour donner un coup de main.
presque 40% qui donnent un coup de main si on leur demande, et 5% n'osent pas proposer leur aide, et 22% qui en profitent sans aider. Donc, on a quand même, un potentiel de participation, en tout cas aux événements locaux, qui est peut-être à travailler aussi avec les acteurs jeunesse et puis avec tous les acteurs du territoire. Et ça peut être un levier pour la visibilité locale, la reconnaissance sociale de ces jeunes ruraux. Voilà. Les jeunes habitants dans les communes rurales sont globalement plus nombreux à participer à l'organisation que les jeunes habitants dans les communes urbaines. Ça aussi, on peut le renvoyer aux socialités ou sociabilité de proximité. Les modes d'engagement des jeunes aujourd'hui, je vous fais un petit topo sur ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est en train de changer dans les modalités d'engagement des jeunes aujourd'hui, ce qui peut faire citer les modalités d'engagement. Donc, on observe que les domaines d'intervention se transforment. Par exemple, on va être plus sur un soutien aux exilés, soutien aux personnes sans domicile et aux personnes en situation de fragilité. Les questions LGBTQ+ sont très actives, ainsi que les questions d'environnement et d'inégalité sociale. Donc ça, c'est les secteurs dans lesquels les jeunes souhaitent s'engager, disent s'engager. Ce sont les travaux de Patricia Loncle qui nous montrent ça. Et elle nous montre aussi que les modalités de l'intervention sont bricolées, c'est-à-dire que les jeunes ne s'identifient plus, voire plus du tout, à une structure institutionnalisée, genre association loi 1901, avec des réunions sur un temps 18-20, avec un ordre du jour et quelqu'un qui prend des notes et quelque chose d'un petit peu strict et formel. Mais ils fabriquent leurs engagements et surtout, dans la fabrication de ces nouveaux engagements, l'idée, c'est que ce soit non standardisé ou moins standardisé, ou que ce soit vraiment co-construit entre eux. Donc, les engagements sont précoces et en réaction à de multiples crises sociales et à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir des collégiens s'emparer de questions sociales. Donc, les engagements seraient plus précoces. Et l'idée, moi, la question que j'aimerais poser en général, c'est au regard de ces transformations, comment les jeunes ruraux vont se positionner ou se positionnent aujourd'hui au regard de cette transformation. C'est-à-dire, est-ce que ces nouveaux facteurs de visibilité des jeunes, est-ce qu'ils peuvent s'en emparer en milieu rural ou pas? Quand on parle de questions sociales vives, sur les questions LGBTQ+, sur les questions d'environnement, sur les questions d'inégalité sociale, est-ce que le milieu rural peut offrir la possibilité d'embrasser ces questionnements pour les jeunes ruraux? Donc, ces nouveaux facteurs-là, ces nouveaux modes d'engagement pourraient devenir un renforcement de l'engagement, mais aussi peuvent renforcer l'invisibilité et creuser les inégalités territoriales si les jeunes ruraux en sont exclus de ces questions-là, ou ont moins accès à là où on en cause finalement, et là où ça se passe, encore une fois. Alors, Sarah. Alors, je voulais présenter les travaux de Sarah, parce que c'est d'actualité, c'est parfait. La question, c'est est-ce que les politiques locales, on a vu les politiques locales de jeunesse, elles sont peu développées, ça force un peu de mal à décoller. Et Sarah nous montre que donc elle questionne la coordination des acteurs de jeunesse et la place des jeunes dans les territoires. Et moi, la question que je voulais poser aussi en ouverture, c'était la question de la concertation, les processus de concertation. Donc, les travaux de Sarah nous montrent que dans ces processus de concertation, qu'est-ce qui est important? C'est l'environnement, c'est les motivations partagées, c'est le partage de la décision, c'est la coopération entre les parties prenantes, c'est un processus qui pourrait être impulsé par les acteurs de terrain. Et nous, on sait bien, on sait bien aussi que dans notre enquête, on a interrogé des professionnels, des acteurs de la jeunesse,
qui nous disent que les jeunes sont motivés, les jeunes sont engagés, mais qu'il y a une difficulté pour eux à vraiment rentrer dans ces processus-là et aller chercher les jeunes pour rentrer dans ces processus de co-construction, de concertation, de co-construction. Et la parole des jeunes, là-dedans, non seulement leur parole, mais leur qu'ils soient partie prenante dans le processus de concertation, c'est très compliqué. Donc, la question, c'est quelle place pour les jeunes ruraux dans ce processus de concertation, hein, et les travaux de Sarah montrent qu'ils arrivent tardivement donc, dans le processus de concertation, les jeunes. Ils sont davantage consultés que partie prenante. Ça, effectivement, nous, on l'a retrouvé aussi dans les enquêtes que l'on a menées. On pourra reparler hein, des échelles de participation, de la différence entre information, consultation et véritable participation, c'est-à-dire participation à la prise de décision. Ils ne sont pas au cœur du processus de concertation, ces jeunes. Les professionnels ont des difficultés à les intégrer et à aller vers eux. C'est ce que je disais juste avant. Nous, on l'a constaté aussi. Ce sont des résultats qui sont raccords avec ce qu'on a constaté nous aussi. Et leur parole est la plus souvent encadrée par des dispositifs, encadrée par des paroles officielles. Et ça, je renvoie aussi sur les travaux de Damien Boone, hein, qui montrent bien comment tout ça est encadré par la parole officielle. En guise de conclusion, donc, je voudrais reparler de l'intervention sociale comme facteur et comme levier surtout pour lutter contre le déterminisme social et territorial. Donc, l'intervention sociale et notamment les acteurs de l'éducation populaire qui représentent des leviers qui permettent de créer les conditions propices à cette participation citoyenne, avec toutes les problématiques que j'ai évoquées dans les diapositives d'avant. Hein. Mais nous, on reste convaincus que c'est par là que ça peut passer aussi. Et surtout par l'innovation, dans les façons d'amener les jeunes à réfléchir sur leur place dans la cité. L'intervention sociale, pour nous, elle est vraiment à même de créer des espaces de parole, de représentation et d'initiative pour les jeunes. Même si c'est compliqué, même si on l'a vu, même s'il y a des freins. Mais on est convaincu que dans l'innovation, on peut y arriver. À la condition également de veiller à la mixité sociale et générationnelle. L'intervention sociale au sens large peut contribuer à la reconnaissance de ces citoyens et leur permettre de sortir de l'invisibilité. Et puis enfin, la vie associative dans les espaces ruraux doit également être soutenue, car elle ouvre aussi des espaces de participation encore trop peu utilisés à notre sens. Mais bien sûr, il faut encore une fois casser l'idée de l'association comme étant un cadre strict et un cadre ancien pour que les jeunes puissent s'y reconnaître. Donc, c'est faire des associations autrement, faire de la vie associative autrement que ce qu'on connaît traditionnellement. Et ça, c'est très important. Et enfin, les politiques locales intégrées peuvent permettre que le milieu rural devienne un laboratoire d'innovation pour ces jeunes qui participeraient à la rénovation d'une cité dont ils auraient eux-mêmes dessiné les contours. C'est qu'un jour ou l'autre, on peut espérer qu'on va arriver à réellement intégrer les jeunes dans la codécision concernant finalement les territoires sur lesquels ils vivent. Voilà, je vous ai mis une bibliographie, la plus récente que j'ai pu trouver. Et je vous remercie pour votre écoute et surtout pour vos questions, que je n'ai pas vues encore, je ne sais pas s'il y en a, mais les questions à venir. Merci Cécile. Alors effectivement, pour l'instant, pas d'intervention, enfin juste une seule intervention sur le chat, hein, donc n'hésitez pas à réagir, à faire des remarques, à poser des questions, à partager vos propres constats. Voilà, là il y avait une question, alors c'est pas une réaction. Michel Co, alors peut-être que tu peux préciser un petit peu, parce que ça devait être en rapport avec un des apports de Cécile Vacher. Tu disais que c'était pareil dans la cité. Alors, oui, je ne sais plus exactement sur ce que c'était, mais sur le fait que dans la cité, au niveau d'un quartier, il y a aussi, les jeunes sont, j'imagine, sont un peu isolés. Enfin, le phénomène de quartier, je dirais, isole les jeunes au sein de leur quartier, quoi. Et un quartier, ça peut être comme un coin de campagne, quoi.
je faisais un parallèle. C'est exactement ce qu'on a voulu faire, nous, avec ce concept de jeunes sans cité, hein, c'est-à-dire le miroir. Ce que je dis, c'est le miroir entre les jeunes de cité et les jeunes ruraux. C'est-à-dire qu'on a bien repéré qu'il y avait certaines caractéristiques communes, effectivement, dans la question de l'isolement et la question de l'invisibilité et de la difficulté de participer aux instances locales. Alors, les ressorts des difficultés pour les jeunes des cités ne sont pas les mêmes, hein, puisque là, on va plutôt avoir une approche en termes de capital culturel, de capital social pour les jeunes des ensembles urbains. Mais évidemment que notre concept, il est vraiment en miroir et qu'il y a plein de parallèles à faire. Je suis d'accord avec vous. Oui, un des éléments aussi, moi j'en profite pour rebondir, tu parlais dans les freins à l'engagement, donc le fait qu'il y ait moins d'espaces jeunes, de junior associations, voilà, d'accès au dispositif. Moi j'avais vu aussi des chiffres concernant les élus qui ont un portefeuille jeunesse et qui sont beaucoup moins nombreux en milieu rural qu'en milieu urbain. Voilà. Et pour compléter aussi ce qui vient d'être dit, tu parles effectivement de lieux de rencontre dispersés, c'est-à-dire qu'ils ont des lieux de vie différents, des lieux de loisirs, des lieux d'études, etc., et qui amènent un réseau social restreint. Et moi, la première réaction que j'avais, c'était de me dire, mais alors oui, il y a une augmentation du temps de trajet, donc moins de temps dédié à autre chose qu'à se déplacer. En même temps, est-ce que ça n'amène pas aussi une autre ouverture, peut-être que des jeunes de quartier qui vont être enfermés aussi physiquement dans leur quartier? Voilà, pardon. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Est-ce que tu peux répéter la dernière partie, la deuxième question? Excuse-moi, Catherine. Ouais, alors la deuxième question, c'était sur le fait que tu disais que les lieux de rencontre dispersés des jeunes en milieu rural amènent à un réseau social restreint, enfin, le risque de réseau social restreint. Et moi, ça me semblait un peu contradictoire en me disant que justement, ça leur amène à rencontrer des jeunes qui viennent d'ailleurs. Aussi, alors nous on le voit en Ariège par exemple, où dès que les jeunes arrivent au lycée, ils vont sortir de leur territoire pour aller rencontrer des jeunes du coup d'autres territoires, quoi. Voilà, ça me semblait un peu. Ouais, d'accord. L'idée, c'est de dire que en fait, les temps de partage et la façon de faire sociabilité n'est pas assez, est trop contraint pour qu'il puisse y avoir réellement sociabilité, relation, dans le sens où tu le dis, faire rencontrer d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un jeune qui va au club de hand, et effectivement, il va nouer des relations amicales avec son équipe de hand, etc. Mais en fait, c'est vrai que ce temps de sociabilité-là, il ne sera pas reproductible. Il va être contraint parfois par la mobilité subie. C'est-à-dire que, par exemple, si ces jeunes-là de l'équipe se voient en dehors des entraînements, par exemple, bien, nos jeunes ruraux peuvent être très vite exclus, puisqu'il faut encore faire du pendulaire pour avoir cette sociabilité-là qui tienne. Donc, c'est des sociabilités, en fait, comment on peut dire, éphémères, mais qui finalement, l'hypothèse, c'est de dire elles sont peu profondes, et du coup, les jeunes ruraux, l'autre hypothèse, c'est qu'ils se replieraient vers les sociabilités qu'ils maîtrisent sur leur territoire d'habitation et qui ne sont pas soumises à des mobilités qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. On demande aux parents, on demande aux voisins, on essaye de prendre les transports, mais c'est compliqué. J'ai pris l'exemple du club de sport, mais on peut prendre les autres dimensions de la même façon. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, merci. Alors, je vais reprendre le fil des discussions, puisque là, ça s'anime. Donc, Julie Biès demande en termes de pratiques quotidiennes, artistiques, culturelles, est-ce que les jeunes sans cité s'inspirent des jeunes des cités? Et Arnaud qui complète en disant, est-ce que les jeunes ruraux se sentent moins citoyens que les jeunes urbains? Donc, quelle différence dans leur rapport à la citoyenneté? Au niveau des votes, est-ce qu'ils votent moins? Est-ce qu'ils votent différemment? Est-ce qu'ils sont moins adhérents à des associations? Est-ce qu'ils manifestent moins? Et enfin, je continue parce que ça a l'air d'être un petit peu dans la même lignée. Donc, dans leur livre La fracture, Stewart Shaw et Frédéric Dabi parlent de fracture intragénérationnelle, sous-entendu fracture entre urbains et ruraux, pour le dire de façon assez grossière. Est-ce que vous avez des éléments sur le regard, les représentations qu'ont les jeunes sans cité sur les jeunes des cités et vivant dans les centres urbains? Alors, je me tourne vers mon collègue Christophe là, pour voir s'il a des données sur les pratiques, enfin s'il a des données chiffrées à vous offrir là, sur les pratiques de vote, etc. Sur les pratiques culturelles, sportives, etc. Les jeunes ruraux s'inspirent des jeunes urbains quand l'offre est possible, bien sûr, et même veulent leur ressembler puisqu'ils les côtoient dans les lieux de scolarisation. Donc ça, oui, mais l'offre n'est pas toujours évidente et ce n'est pas toujours possible, effectivement. Donc ça peut rester aussi quelque chose de l'ordre de la frustration pour eux, qui en ferait une spécificité aussi de ces jeunes ruraux, mais ce qui peut être aussi la même chose pour les jeunes des cités urbaines. Sur les chiffres, est-ce qu'ils votent plus, est-ce qu'ils votent moins, est-ce qu'ils se sentent moins citoyens? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Il cherche. Sur la fracture. Sur la fracture. Oui, bonjour. Je n'ai pas je ne pourrais pas retrouver rapidement les données auxquelles on fait référence dans l'article des jeunes sur les jeunes sans cité qui a été publié dans la revue, comment s'appelle cette revue, enfin peu importe, dans la revue Vie sociale, oui. Par contre, j'ai des données un petit peu plus récentes qui vont plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que là on constate en fait que les jeunes ruraux ont tendance à accorder un peu plus d'importance au vote. Alors là, je parle de jeunes qui ont... on n'est plus sur des collégiens, là, on est sur des jeunes de 16 à 23 ans, quelque chose comme ça. Donc les jeunes ruraux ont tendance à plus penser que les jeunes urbains qu'il est important de voter à toutes les élections. Alors, il faut bien savoir en plus que quand nous faisons la comparaison entre urbains et ruraux, c'est une comparaison entre des très ruraux et des urbains qui sont quand même plutôt ruraux. Parce que quand on regarde ce que c'est que nos urbains, on définit en fait l'urbanité par la caractérisation par l'INSEE de la commune. Ce qui veut dire par exemple que une commune comme Cahors est considérée certes comme urbaine, une commune comme Gramat l'est aussi. Vous voyez tout de suite que Gramat, on n'a pas du tout l'image de l'urbanité habituelle avec des grands ensembles immobiliers, des quartiers chauds, etc. Et pire, on va avoir par exemple aux alentours de Figeac des communes qui sont considérées comme communes banlieues. Mais je pense que des personnes qui sont présentes aujourd'hui à La Réunion peuvent témoigner que, par exemple, Issac et Mouret, qui est en banlieue de Figeac, on a du mal à considérer ça comme étant un environnement urbain. Donc, même quand on adopte cette définition minimale de cette comparaison minimale entre des urbains et des ruraux qui est basée sur cette caractérisation de l'INSEE, on voit déjà des différences. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, nous, on mène nos études sur les jeunes du Lot, ou sur les jeunes qui sont scolarisés dans le Lot, et donc on n'a pas de comparaison, on n'a pas de comparaison possible avec des jeunes qui vivraient effectivement dans des quartiers
toulousains ou dans des métropoles. Mais donc on observe au contraire que les jeunes ruraux ont une plus grande propension à faire du bénévolat et accordent plus d'importance au vote. Je suis en train de regarder rapidement sur les autres dimensions. On voit aussi, oui, que la participation à des événements est plus importante pour les jeunes qui sont caractérisés comme habitant dans des communes rurales que dans les communes qualifiées d'urbaines. On a la même chose aussi sur le fait d'avoir déjà été bénévole, hein, quand on pose cette question-là. On a par contre pas de différence en ce qui concerne la participation à des manifestations. Et ça, c'est normal, hein, c'est encore une fois la question de la distance, hein, entre les lieux d'habitation et les lieux de manifestation. Et puis, alors oui, c'est sur les pétitions. Ah ben j'ai plus mon résultat sur les pétitions, je suis désolé. J'avais des choses sur la signature de pétition, mais je ne retrouve pas ces données pour le moment. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question du fait qu'ils se sentent plus ou moins citoyens que les autres, avec toutes les limites qu'on a sur les données dont on dispose. Merci Christophe. Attends, je coupe mon micro. Sur la question du regard des jeunes... Ouais, c'est bon. Sur la question du regard des jeunes urbains sur les ruraux et vice-versa, j'ai pas grand-chose. Je ne sais pas si Sarah ou Mélanie ont quelque chose, mais par contre, ça me fait penser à quelque chose. C'est sur la construction on a aussi pas mal de résultats sur la construction de la représentation des grandes métropoles et de la vie à la ville. Et on se rend compte aussi qu'il y a une socialisation intrafamiliale qui est très importante selon la façon dont la ville est vécue à l'intérieur de la famille et dans les repas de famille. C'est-à-dire, est-ce qu'on projette dans les familles rurales, est-ce qu'on projette une image de la ville qui est synonyme de peur, de grisaille, de pollution, de fourmillement, avec un imaginaire gris, un imaginaire voilà, qui fait peur et qui incite pas? Ou alors est-ce qu'on projette une image de la ville qui est la culture, l'ouverture, justement la citoyenneté, là où ça se passe, partout où j'ai dit là où ça se passe, hein, c'est-à-dire en particulier l'expression citoyenne et la participation citoyenne? Eh bien, ces aspects-là ont un très, très fort impact sur la façon dont les jeunes ruraux vont construire leur rapport à l'idée de métropole. Voilà. Mais je ne sais pas, après, sur le regard des études, vraiment sur les regards des uns sur les autres, je fais appel à Mélanie ou à Sarah, je ne sais pas. Et je crois qu'il y a peu d'études, vous m'entendez? Oui. Je crois qu'il y a peu d'études en fait qui font vraiment une approche comparative urbain-ruraux. Par contre, il y a une collection à force de travaux de terrain, de travaux empiriques qui permettent de renseigner les cas. Et ce qui est mis en évidence, c'est quand même derrière la catégorie de jeunes urbains, en fait, une différence déjà entre les jeunes urbains eux-mêmes, parce que venant de la périphérie, du périurbain, pavillonnaire et des centres, il y a quand même quelques nuances. Et je crois qu'il y a des travaux sur Nice qui ont montré que les jeunes étudiants à Nice, finalement, qu'ils soient jeunes étudiants d'origine plutôt rurale ou d'origine plutôt urbaine, avaient quand même des points communs sur l'invisibilisation et aussi sur un rapport à la ville un peu méfiant, quoi, en fait, un peu ce que tu viens de dire. Voilà, ce qu'on transmet parfois, c'est cette méfiance de la ville qui est plutôt un endroit où les déplacements sont difficiles, où il y a de l'anonymat. Voilà. Donc, il y a quand même des points communs, en fait, qui sont mis en évidence à travers ces travaux-là. Ok, merci. Il y avait une question aussi, me semble-t-il, de Fabienne Kéry sur la formation BAFA-BAFD de nos animateurs. Est-elle suffisamment complète pour aller vers et pour mobiliser nos jeunes ados et favoriser l'engagement, même dans les premiers échelons de l'échelle de participation? Est-ce que du coup, vous avez pu observer
des éléments à ce titre-là dans votre enquête? Nous, notre enquête porte pas, enfin, dans les professionnels de la jeunesse qu'on a interrogés ont plutôt un parcours DUT ou les anciens DEFA, des choses comme ça. Et au niveau BAFD, c'était BAFA-BAFD, c'est ça? Ouais, tout ce qui est engagement volontaire, ouais, voilà. Ouais, à ce niveau-là, non, la formation n'est pas… Enfin, je ne sais pas si les échelles de participation sont abordées ou si les questions de mobilisation, de codécision des jeunes et même de faire avec les jeunes, le faire avec, hein, c'est-à-dire le faire avec ou le laisser faire d'ailleurs. Est-ce que ces questions-là sont abordées? Moi, je ne sais pas du tout dans le BAFA-BFD. J'aurais plutôt tendance à dire non. Nous, en DUT, on forme des animateurs socioculturels. Maintenant, c'est 3 ans de formation. Donc, évidemment, nous, on les sensibilise à cette question-là. Mais effectivement, c'est une bonne question parce que les gens qui travaillent effectivement sur les territoires souffrent peut-être d'un défaut de formation à ce niveau-là. Sur ce sujet, justement, moi, j'ai participé il y a peu à un temps de formation avec les collègues et on a eu la présentation des travaux de Jérôme Camus, qui est sociologue à l'Université de Tours. Donc, il n'a pas encore complètement terminé ses travaux sur la question des professionnels de l'animation. Donc, c'est sur l'Indre-et-Loire. Alors, Indre-et-Loire, où il a questionné une 50aine de professionnels jeunesse. Donc urbains et ruraux, j'imagine, hein, mais voilà, et surtout de tout profil de formation. Et dans les éléments qu'il a remontés, il disait que dans le sens du métier donné par les animateurs, et à son grand désarroi, le premier sens qui ressortait très majoritairement, c'est l'activité. Je suis un pourvoyeur d'activités. Je permets aux jeunes de faire des activités, de découvrir des nouvelles activités. Voilà. En deuxième lieu venait la question de la relation, la entrée en relation avec des jeunes et l'importance de cette relation. Et seulement en troisième lieu, la question des valeurs, de la citoyenneté, de l'engagement, etc. Donc, peut-être à mettre aussi en parallèle avec cette question, alors au-delà du BAFA-BAFD, mais c'est effectivement, s'il y a déjà peu d'espaces jeunes en milieu ruraux et qui plus est avec des axes qui n'abordent pas ces questions d'engagement, de participation, c'est peut-être effectivement pas facilitant non plus. Dans le chat, il y a Romain qui cite le fameux discours « Si tu veux réussir, il faut partir ». Aussi qu'on entend souvent dans les milieux ruraux aussi. Oui, mais ça, donc on a la cassure entre collège et lycée, hein, où on voit bien que dans nos résultats que les jeunes lycéens ont beaucoup plus envie de partir et sont beaucoup plus attirés par les grandes villes pour toutes les raisons évoquées. Puis après, bon, là, les travaux de Mélanie montrent bien que on part, mais peut-être que c'est pour mieux revenir. Donc là, je vous renvoie à l'article de Mélanie là-dessus, tout est dit, n'est-ce pas, Mélanie? Parce que ce n'est pas parce qu'on part qu'on ne revient pas, justement. Et il y a tout un travail à faire, il y a toute une ouverture d'esprit aussi à travailler avec les acteurs jeunesse, avec les élus, avec les membres des associations, et pour bien ne pas faire de ce départ, disons, une fatalité, et ça y est, c'est fini, quoi. On a perdu, quoi. Non, les jeunes reviennent. Les jeunes reviennent et reviendront d'autant plus que, effectivement, que l'ancrage, le pré-ancrage, on va dire, a été pertinent, quoi. D'autres réactions sur le fil de discussion. Donc, c'est Laura qui trouve intéressant aujourd'hui que l'on parle de l'engagement des jeunes dans leur rapport aux réseaux sociaux et à tout ce qui s'y passe. Pour eux, c'est un réel espace d'engagement. Ils leur permettent d'organiser des actions, de se rassembler en manifestation, de transmettre, d'exprimer leurs idées.
Donc, un engagement via le numérique, mais qui est pourtant très concret et qui se vit souvent via le pair à pair. Oui, effectivement. Et là, la difficulté pour les acteurs jeunesse, c'est d'entrer dans ce pair à pair et d'accompagner là-dedans ou pas. Faut-il accompagner là-dedans ou pas? Déjà, c'est la question. Et puis, il y a les promeneurs du net qui sont un dispositif qui essayent de faire ça, un accompagnement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent témoigner sur ce dispositif de promeneurs du net, mais il est évident que ce sont des réels espaces d'engagement. Et quand on parle de modification de modalités d'engagement, on parle aussi de ça. C'est-à-dire que les travaux de Jacquion qui commencent à dater un peu, mais ils sont encore valides sur ces aspects-là, de engagement post-it, engagement rapide. Les réseaux sociaux permettent d'aller très vite et de passer d'un engagement à un autre très très vite aussi. C'est-à-dire que dès qu'on a obtenu un résultat plus ou moins concret, mais plutôt concret, c'est ça que Jacquion a montré dans ses travaux, c'est qu'il faut des résultats immédiats, enfin rapides, pas immédiats, mais presque rapides et concrets. Et bien, paf, on va zapper, on va passer à quelque chose d'autre. Et les réseaux sociaux sont le lieu où cette immédiateté, ce zapping est tout à fait possible. Donc, les acteurs jeunesse là-dedans, gros point d'interrogation. Déjà, est-ce qu'il faut… Comment faire en sorte que ce qui se passe sur les réseaux sociaux devienne un levier pour que faut-il sortir finalement cet engagement des réseaux sociaux pour le réintégrer dans les territoires, dans des instances plus classiques de participation? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment, si c'est pertinent de proposer un transfert comme ça, ou des allers-retours entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et puis les vrais gens qui vivent sur les territoires et qui vivent des problématiques sur les territoires, et puis les acteurs jeunesse. Mais c'est une vraie question, là, c'est une question très, qui pourrait vraiment être au cœur d'une prochaine enquête, étude, conférence, assise, table ronde, j'en sais rien, comme vous voulez. Mais ouais, avec plaisir. Alors Valérie remercie pour la présentation. Il dit « Les travaux montrent que les jeunes s'engagent moins dans les associations et les cadres formels. Est-ce que vous avez étudié la façon dont ces espaces laissent la place aux jeunes ?» On l'a étudié. Hein? Oui. Ouais. Non, oui, on a toute une série d'entretiens, de World Café avec des responsables associatifs qui montrent bien que c'est très compliqué pour les responsables associatifs de laisser la place parce qu'il faut casser les cadres formels de l'association. Et puis, on a des représentations très fortes d'une jeunesse volatile, d'une jeunesse, je parle bien d'une jeunesse, c'est parce que là, on parle de représentation et de schémas bien cadrés. Et effectivement, dans les discours des représentants et des dirigeants d'associations, qui gardent souvent l'association comme étant leur bébé, qui ont déjà du mal à déléguer à d'autres adultes. On a des modèles charismatiques de leaders d'associations qui ont été bien étudiés dans la littérature, là, pour le coup, et qui montrent bien qu'il y a une espèce de tradition de j'ai du mal à déléguer. Alors, ce qui est intéressant, c'est les nouveaux modèles, par exemple, les nouveaux, c'est pas nouveau, mais les modèles, par exemple, horizontaux d'associations, comme les associations non pyramidales. Je viens de perdre le nom des associations sous forme, ça ne me revient pas, collégiale, voilà, les associations qui se forment d'un point de vue collégial. Mais les jeunes, alors c'est les jeunes adultes qui vont se saisir de ces associations collégiales, c'est-à-dire, moi, à mon sens, c'est vraiment les jeunes adultes ceux qui reviennent sur les territoires, qui vont avoir besoin de donner du sens à ce retour et d'en faire profiter le territoire
quand ils commencent à avoir des enfants, quand ils commencent, etc., ils vont créer des associations collégiales pour faire vivre le territoire. Mais donc là, il y a une place, mais aux jeunes, on va dire aux jeunes familles, aux jeunes parents. Mais en termes d'âge, on est sur du plus de 25 ans, on va être sur du plus de 25-30 ans. Mais chez les jeunes, non, l'engagement non, à mon sens, il n'y a pas de... Le milieu associatif ne fait pas place à ce que souhaitent les jeunes en termes d'engagement. Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Je ne sais pas si je peux réagir. Ouais. Ouais, il me semble que souvent, quand on se pose la question de l'engagement des jeunes, on centre l'observation sur les jeunes, sur qu'est-ce qui vont les freiner, eux, enfin sur une analyse qui va concerner l'individu. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la prise en compte du contexte dans lequel les jeunes grandissent aujourd'hui. Et finalement, c'est la question de la démocratie qui est posée. Et se poser la question de l'engagement des jeunes, de la participation des jeunes, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, c'est se demander qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux citoyens, quel que soit leur âge, de s'engager. Et voilà, c'est pour ça que je posais la question de l'association, parce que selon moi, si les jeunes développent d'autres formes d'engagement, c'est aussi que la voie classique associative, elle est bouchée, en fait. Enfin, c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais voilà, quand on est, on n'est pas bienvenu, on n'est pas invité dans des espaces d'engagement, même d'engagement politique sur les espaces de pouvoir. Les jeunes sont ni présents ni représentés. Je pense qu'on connaît tous, ou en tout cas les mécanismes qui permettent, qui éloignent les personnes en minorité. Le fait de pas avoir, de pas trouver sa place dans ces espaces-là, ça prend. Il y a plein de mécanismes qui amènent à ça. Et pour faire un parallèle, j'ai l'impression qu'on se centre souvent sur les jeunes quand on parle d'engagement des jeunes, alors qu'il faut peut-être se centrer sur les structures existantes et sur les vieux, finalement. Oui, dans la discussion, il y a des remarques. Donc, Régine qui dit le problème premier en milieu rural est déjà de les faire venir jusqu'à l'association. Quelles propositions leur faire pour qu'ils viennent déjà voir ce dont ils peuvent se saisir? Voilà, Jean qui dit la porte d'entrée pour les jeunes dans les associations en milieu rural est souvent la participation occasionnelle dans les comités des fêtes. Mais Régine répond que ça a très peu fonctionné via ce biais. Non, c'est pour ça que j'ai parlé d'innovation. Je veux dire, le modèle associatif tel qu'il est aujourd'hui, c'est même pas la peine. Je veux dire, on ne fait pas rentrer des jeunes dans des associations classiques, c'est pas la peine. C'est faire rentrer des carrés dans des ronds. Donc non, c'est le mouvement associatif doit opérer une réforme totale. Et est-ce que le milieu rural peut être un territoire, un laboratoire, c'est ce qu'on propose, nous, un laboratoire d'innovation pour réformer l'association et qu'elle fasse place aux jeunes. Ça. Mais non, pas dans l'état actuel des choses. Stéphane parle de travaux publiés par l'INJEP concernant les jeunes ruraux, donc travaux qui datent un peu, mais avec des constats et des analyses qui n'ont pas réellement bougé. Alors, il parle d'une référence, alors je ne pense pas que ce soit, il a mis 2099, mais je pense que ce soit 2009 plutôt, ou alors on est vraiment à la pointe. Donc, de publication en partenariat avec les foyers ruraux sur territoires ruraux et enjeux éducatifs, où il est question des jeunes et de l'action éducative au sens large, des enfants aux adultes, de l'animation loisirs aux engagements citoyens. Donc, collection Cahiers de l'action.
Ensuite, il y a eu, donc Mélanie Gambino a mis 2 liens vers des articles qui ont été demandés, donc notamment sur la question de l'habiter au sens large en milieu rural. Voilà, Baptiste qui dit qu'il y aurait matière à réviser l'échelle de participation de Roger Hart, puisqu'il avait lui-même proposé de prendre en compte des pratiques entre pairs PAIRS, donc qui ne sont pas forcément considérées dans le premier modèle. Et voilà, et Stéphane qui dit que l'engagement au sens de l'investissement dans et pour le territoire, la question de habiter reste la question du projet. On construit quelque chose qui répond à des besoins. Et voilà, pour témoigner un petit peu de ce que je peux voir aussi en Ariège, alors on a sur la question des comités des fêtes, on a des comités des fêtes qui ne fonctionnent plus puisqu'il n'y a pas eu de transmission au fur et à mesure. Mais par contre, des associations que les jeunes créent spécifiquement en fait pour faire revivre le village, mais à leur façon. En fait, donc c'est vrai qu'on voit ce constat-là avec des fonctionnements effectivement plus souvent collégial ou avec une gouvernance partagée. Je regarde un petit peu, il y a d'autres échanges. Hein. Donc nos données, oui Christophe Dansac qui dit que nos données confirment que l'implication dans l'organisation d'événements locaux sont prédicteurs de plus de propension à l'engagement ultérieur. Prédictive. Oui, je rajoute là-dessus, en fait, Cécile, oui, on est dans le même bureau, Cécile et moi, donc ça fait des interférences. Cécile a peut-être pas assez insisté dessus, mais on s'aperçoit en fait dans cette étude-là aussi que, en fait, plus on avance en âge, et plus une certaine fraction des jeunes s'éloigne en fait de l'engagement, s'éloigne en fait d'une propension à devenir bénévole, d'une propension à représenter les autres jeunes, etc. Et un des constats que l'on fait, c'est effectivement que le fait tout bête d'être délégué de classe est quelque chose qui est assez important vis-à-vis des engagements ultérieurs. Alors, avec tout ce que cela entraîne aussi comme caractéristiques sociologiques et comme caractéristiques individuelles particulières pour ceux qui sont effectivement délégués de classe, parce que malheureusement, les élections de délégués de classe, elles fonctionnent encore très très largement sur le modèle de la démocratie représentative, avec un très très bel exercice de citoyenneté, des professeurs principaux qui demandent à leurs élèves de préparer une candidature, d'expliciter leur semi-profession de foi, etc. Mais il faut bien reconnaître que ça fait que finalement il n'y a que les individus les plus populaires dans leur groupe classe qui deviennent délégués, et que au fur et à mesure, donc là on le voit très clairement dans nos données en fait, hein, c'est plus on avance en âge, et plus ceux qui n'ont jamais été délégués vont avoir une moindre propension à s'engager, que ce soit sur le plan bénévole ou que ce soit sur le plan du vote. Et plus ceux qui ont accumulé des mandats de représentation vont se sentir en capacité à représenter les autres, et donc vont au contraire se diriger vers le bénévolat, etc. Et donc tout ça nous amène à dire, nous, effectivement, qu'il y a un travail à faire à l'école, et ça, on pense que c'est dès le plus jeune âge, il y a un travail à faire à l'école sur des modèles de rotation des responsabilités, d'équivalence des rôles, parce que en fait, à chaque fois qu'on place les jeunes dans ce schéma de représentants représentés, eh bien, on les place dans une posture où ils peuvent déléguer à autrui en fait
des fonctions qui devraient être portées collectivement, et à partir du moment où on commence à déléguer, bah, pourquoi pas tout déléguer, quoi. Voilà. Donc il y a, je pense, un gros travail à faire au niveau de l'éducation nationale. Hein, c'est là on a plein de personnes qui sont dans le monde de l'éducation non formelle ou informelle. C'est dommage qu'on n'ait pas autour de la table des acteurs de l'éducation formelle, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de cette manière, en fait, d'instiller dès le début, dès le plus jeune âge, hein, parce que moi j'ai parlé avec des instituteurs, enfin des professeurs des écoles. J'ai parlé avec des professeurs des écoles, et certains d'entre eux me disaient avec voilà, une certaine fierté par rapport à l'organisation de comment dire, le développement de la citoyenneté chez les élèves, me parlaient avec fierté de la manière dont ils avaient organisé chez leurs élèves le fait de faire préparer des affiches, de mettre en place des élections, etc. Ce qui revient en fait à créer cette caste des représentants et la caste complémentaire des représentés, et donc de ceux qui délèguent. Je reprends le fil de discussion. Donc, il y a peut-être un travail de fond à faire sur la reconnaissance et la valorisation de ces pratiques d'engagement des jeunes, dit Guillaume. Stéphane, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Les jeunes s'engagent différemment aujourd'hui sur les questions politiques, mais la structuration associative évolue aussi. Les grands mouvements associatifs qui datent des années 50 voient leurs anciens bénévoles disparaître petit à petit. S'ils peinent à se renouveler, ils le font sur les axes d'un engagement plus professionnalisant dans l'animation ou l'action sociale. Isabelle propose… Oh, pardon, vas-y. Non, je ne sais pas. L'idée, c'est les grands mouvements associatifs. Enfin, le mouvement associatif évolue, oui, mais alors, j'aimerais bien savoir en quoi il évolue, enfin, sur quel type d'évolution la personne, je sais pas s'appuie, mais bien sûr évolue. Alors sur quelle dimension ça évolue, mais ça évolue pas très vite, et moins vite que la façon dont les jeunes tapent sur leur smartphone. Ouais. Je veux bien la réponse. Stéphane Guillemarche veut réagir. Stéphane, oui. Alors, je n'avais pas le prénom, pardon. Stéphane. Ouais. Excusez-moi, je ne savais pas qu'on pouvait parler. Donc, j'écris, mais j'écris mal dans le chat. Voilà. Très rapidement, oui. À titre de témoignage, d'expérience de quelques années en responsabilité dans des structures associatives, y compris nationales, donc fédérées, donc structurées, de l'époque dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire de sortir de la guerre au moment où il y a besoin de reconstruire du lien social, et où le pays est beaucoup moins fortement urbanisé qu'aujourd'hui, hein, puisque avant-guerre, on était à 80% d'habitants en milieu rural pour 20% dans les villes. Aujourd'hui, on est plutôt dans un rapport de 93% en urbain et 7% en milieu rural. Et le milieu rural a beaucoup évolué aussi avec la périphérie des villes, en fait, hein. Donc, on a un contexte territorial qui est beaucoup plus compliqué à lire. Dernier point de préambule, une petite remarque, enfin deux remarques au passage. La première sur le fait d'habiter au sens d'investir un territoire, c'est-à-dire d'être là et de pouvoir y construire quelque chose collectivement. Alors, l'axe citoyen, politique classique, c'est effectivement être responsable associatif ou impliqué dans une association, ou alors responsable élu local, etc. Bon, ces éléments-là ont évolué par voie de conséquence de ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire que souvent, on habite en milieu rural, mais on travaille en ville. Donc, en fait, on a beaucoup moins de facilité à s'impliquer au quotidien. On peut le faire un peu le week-end, etc. Donc, tout ça change beaucoup de choses. Sur l'évolution des mouvements associatifs, donc pour y répondre, ils ont parfaitement pris conscience de tout ça depuis déjà plusieurs années. Et il y a vraiment un travail de fond qui essaye
de permettre à des jeunes d'y rentrer. Ce que je veux dire, c'est pour avoir accompagné ce phénomène-là pendant presque 15 ans, c'est qu'ils y arrivent, mais ils n'y arrivent pas en volume. C'est-à-dire que très concrètement, il y a des jeunes qui rentrent dans les associations, il y a des jeunes qui s'investissent, mais ils ont un profil particulier, ils ont des circonstances particulières qui le leur permettent. Et globalement, on ne peut pas considérer en effet qu'on s'adresse à une population d'ensemble. Pour autant, à côté de ça, les jeunes s'investissent quand ils sont présents sur un territoire, ils sont actifs. Ils ont toujours besoin ou envie de faire des choses. Donc, ici, on va monter un festival culturel, ici, on va monter une manifestation sportive. Enfin, il y a de l'engagement et pour pouvoir structurer tout ça, ils s'appuient sur les capacités d'organisation des associations existantes. Donc, ce n'est pas directement dans ces associations, effectivement, qui viennent et qui renouvellent le cheptel antérieur, mais par contre, ils viennent, ils s'appuient sur les structures associatives existantes pour faire des actions plus ponctuelles, on va dire. Voilà. Et enfin, tout ça, quand même, pour moi, c'était un peu le sens de mes interventions successives, là. Il faut faire le lien avec l'urgence ou en tous les cas la pression constante, quoi. Aujourd'hui, les jeunes plus qu'il y a 30 ans, alors ça fait une trentaine d'années que ça dure, hein, mais bon, ça commence à faire, mais ils ont un besoin de régularité, on va dire, enfin ils ont besoin d'être rassurés et à l'aise dans leur vie au quotidien. Voilà. Donc, ils ont besoin d'un travail. Un travail, on n'arrive pas forcément à trouver un travail sur le lieu d'habitation. Et c'est ça qui pose souci en milieu rural. C'est-à-dire que si on avait effectivement un tissu économique local en milieu rural, je pense que ce serait plus facile. Donc, c'est peut-être la question des projets des jeunes aujourd'hui qu'on voit apparaître sur la réinstallation des collectifs autour de la question de manger mieux, manger local, etc. Et puis, tant qu'on est dans cette recherche de boulot, pour peu qu'on ne l'ait pas encore trouvé, ben on a moins le temps de s'investir sur des stratégies collectives, quoi. On est plus dans des stratégies individuelles. Donc, il y a quand même la question de l'emploi qui est très, très, très déterminante par rapport à toutes ces mesures. Voilà. Je voulais juste… C'est plus un questionnement que j'ai encore aujourd'hui, hein, dont je vous fais part. Mais voilà. Oui, je crois que l'idée de l'association comme point d'appui, boîte à outils, et savoir-faire pour les jeunes est intéressante à développer parce que là, les acteurs jeunesse pourraient faire le pont justement entre les jeunes qui portent des projets et les associations qui savent faire par ailleurs. Donc ça peut être effectivement à retenir et intéressant. Et évidemment, j'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps, mais c'est le monde risque de changer, le milieu rural risque de changer très fortement dans les 10-20 prochaines années. Et la résilience, l'autonomie, la solidarité locale va forcément rebattre toutes ces cartes-là. Et les jeunesses rurales auront toute leur place dans ces projets-là, ces projets d'autonomie, ces projets de sortir de la dépendance de la marchandisation, la dépendance énergétique, la dépendance alimentaire. C'est évidemment les grands enjeux de demain et ils seront aussi portés par les jeunes, pas que. Et là, on espère aussi quelque chose d'intergénérationnel au sens noble du terme dans cette et sur cette question-là, tu vois, tu parlais des jeunes qui partent et qui reviennent. Alors, je ne sais pas s'il y a des données, mais moi, j'aimerais savoir aussi quels sont les jeunes urbains, qui viennent s'installer en ruralité. Parce que moi, j'en rencontre beaucoup en Ariège. J'ai aucune idée du volume que ça représente, mais il y a aussi, et notamment en lien avec la crise climatique, le sens, etc., on a aussi ce mouvement de jeunes d'ailleurs qui viennent s'installer dans les milieux ruraux, quoi. Oui, alors j'ai pas, peut-être que Mélanie a des données plus précises que moi, mais là-dessus, mais l'idée, c'est que ces jeunes urbains qui arrivent en milieu rural pour les questions que tu as évoquées, ils vont arriver avec d'autres représentations, d'autres compétences, d'autres dans leur mallette, et que l'idée, c'est aussi de pouvoir faire vivre tout ça sur des projets communs, et y compris l'intégration auprès des habitants, eux qui n'ont pas bougé.
donc sur des modalités à construire, à co-construire. Et là, nous, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé dans la dernière diapo d'innovation au niveau de tout le monde. Là, il faut plus penser à appliquer des recettes qu'on connaît. Elles ne fonctionnent plus. Il va falloir innover dans tous les sens, y compris pour faire vivre ces projets-là, portés par des gens très différents, qui ont des motivations très différentes peut-être, mais est-ce que le maître mot, c'est pas résilience, autonomie, solidarité, comme dirait Philippe Guillemont. Et sur cette question de construction de nouveaux cadres, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes, mais ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a vraiment cette question d'accompagner les professionnels, les élus, les représentants associatifs à ces évolutions-là. Et nous, on a vraiment fait ce constat-là en Ariège, et on est actuellement dans une démarche de co-construction en fait et de démocratie participative, et qui commence par la formation en fait des acteurs. Parce qu'on se rend compte que, voilà, moi par exemple, je suis souvent interpellée par des élus qui disent bon, on a envie de faire un conseil municipal de jeunes, comment on fait, voilà, des schémas qui restent assez classiques et qui sont plus en phase avec les besoins, les envies et les formes d'engagement des jeunes aujourd'hui. Oui, mais il faut même réformer la façon dont on fait les formations, dire ouvrir le magistral, pareil, le temps du magistral est terminé, je pense, et donc intégrer dans les formations, in situ, intégrer les gens qui sont concernés, quoi, finalement aussi en termes de public, les intégrer dans des formations, quoi, parce que... Ce qu'on essaye, nous, effectivement, c'est d'avoir alors, déjà des formations actions. Voilà, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement de la théorie. Et effectivement, on essaye d'avoir les jeunes, l'animateur, le chef de service et l'élu sur un même territoire ou dans une même structure, voilà, tous ces niveaux-là. Mais ça n'est pas simple. Et voilà, c'est pas simple. Mais on y arrive à un petit peu quand même. Ouais, c'est super. Voilà. Il y a des échanges. Alors, j'invite tout le monde, si vous ne l'avez pas fait, à regarder dans le fil de discussion. Il y a des liens qui sont échangés, des ressources, voilà, diverses et variées. On arrive à midi, donc à peut-être clôturer. Je vérifie, certaines personnes sont déjà parties et remercie pour la présentation, la qualité des échanges. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Des travaux, échange de travaux. Il y a Mélanie qui balance pas mal de choses là. Merci Mélanie pour les données. Ouais. Voilà, donc alors je ne sais pas parmi les participants si quelqu'un a mis quelque chose dans le fil de discussion qu'il souhaite partager maintenant et que je n'aurais pas vu ou pas relayé. Peut-être une dernière intervention. Non. Du coup, je saisis ce petit blanc. Alors, non pas pour conclure et apporter une forme de contour à ces interventions, parce que, comme l'a dit Cécile, et en fait, c'était présent en filigrane, l'idée, ce n'était pas d'avoir un apport universitaire descendant, mais au contraire, une forme de dialogue, d'échange, et c'est ce qui s'est produit là avec des apports totalement différents sur des thèmes très, très vastes. Je dirais qu'en termes plutôt d'ouverture, c'est plutôt l'objectif là, vous faire part d'un chantier qui a été ouvert il y a quelques mois maintenant avec des acteurs qui sont présents parmi nous sur cette notion d'habitat des jeunes en territoire rural, avec ces entrées propres à ces questions de logement, mais aussi en matière d'habitat d'un territoire, de pouvoir d'agir des jeunes dans les territoires. On a vu des expériences diverses et variées. Je pense notamment à la question de Cathy sur l'arrivée de jeunes adultes, ou en tout cas bien formés, je veux dire, ayant passé certaines écoles qui arrivent dans les territoires ruraux. Je pense à un projet présent sur le plateau de Mille Vaches, où ça pose toute cette question de cohabitation entre
néo-ruraux avec des objectifs de vivre au local et de personnes présentes sur le territoire. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a ces questions qui ont commencé à être abordées lors d'un séminaire qui s'est déroulé à l'UT de Figeac fin septembre sur ces questions d'habitat des jeunes. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça pourrait être un fil conducteur sur l'année 2023, en tout cas en termes de projection, d'ouverture. On se questionne également sur la suite de ces rencontres. Est-ce qu'on va être encore sous un format webinaire? On pense qu'à un moment donné, il va falloir tous se voir. Ça serait quand même assez intéressant. Il y a des projections, en tout cas des perspectives en termes peut-être d'assises des jeunesses et de la ruralité qui pourraient être construits fin 2023, début 2024. Voilà, il y a des idées, ça bouillonne. Mais voilà, sachez qu'on vous tiendra au courant sur les suites de ce collectif interdépartemental et interrégional. Je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre participation, vos remarques, vos questions, vos apports, surtout en ressources là. On vous communiquera bien évidemment le support de présentation que nous a fait Cécile ce matin, ainsi que les ressources qu'on a pu récupérer dans le chat, et vous indiquer également que ce webinaire a été enregistré et qui sera diffusé sur 2 plateformes, celle de Territoire Éducatif 09, que les Ariégeois connaissent très bien, et puis sur le site de l'Observatoire des jeunesses et des politiques jeunesse du Lot, qui est également bien connu par chez nous. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais apporter en termes de conclusion, mais aussi d'ouverture. Voilà, je pense qu'on reviendra vers l'ensemble des acteurs au cours du premier trimestre 2023, lorsque voilà, ce collectif aura pu dessiner les contours des prochaines interventions et sollicitations dont on va vous faire part. Voilà. Est-ce que Cécile, Cathy ou même Mélanie, Christophe, vous souhaitez ajouter quelques mots? Ça va, je remercie tout le monde pour les apports complémentaires et les compléments. Oui, tous les compléments que je n'avais pas répondre. Merci à tous et à toutes. Et à bientôt. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Voilà. Et puis, au plaisir de vous recroiser. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.